Bonjour et bienvenue dans Impact consacré aujourd'hui aux fonds souverains. Un peu plus de 42% de la capitalisation boursière des plus grandes entreprises françaises, celles qui sont cotées en bourse au CAC 40, sont aujourd'hui détenues par des investisseurs étrangers. Parmi ces investisseurs étrangers, il y a des fonds d'investissement qui sont contrôlés par des États, en grande partie des pays émergents, et qui représentent une part encore faible, mais croissante. C'est ce qu'on appelle les fonds souverains. Est-ce qu'il faut craindre l'arrivée au capital de nos plus grandes entreprises de ces fonds d'État étrangers ou bien, au contraire, est-ce qu'ils représentent une opportunité compte tenu des besoins de financement de plus en plus importants de ces entreprises? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Jean-François Théodore, ancien président d'Euronext, et Thibaut Sartre, qui est le directeur financier d'un grand établissement de recherche. Impact, c'est tout de suite. Bonjour messieurs. Bonjour. Jean-François Théodore, je rappelle que vous êtes un ancien président de la Bourse de Paris. Vous avez également présidé Euronext. Thibaut Sartre, vous êtes actuellement directeur financier d'un grand établissement de recherche. Tous deux, vous êtes les auteurs d'une enquête pour l'Institut de l'entreprise consacrée aux entreprises du CAC 40 et aux fonds souverains. Dans ce cadre, vous avez, je crois, interrogé un certain nombre d'entreprises, une quinzaine, pour leur demander ce qu'elles pensaient de la problématique des fonds souverains. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Jean-François Théodore, qu'est-ce qu'un fonds souverain? Quelles en sont les principales caractéristiques? Un fonds souverain, c'est un fonds ou un mécanisme financier qui est la propriété d'un État souverain ou d'une autorité publique directement rattachée à un État souverain et dont le but est d'investir dans des actifs financiers et notamment, pas toujours uniquement, mais des notamment actifs financiers, pardonnez-moi, des entreprises étrangers, dans des entreprises, de prendre des participations dans des entreprises, quelquefois dans l'immobilier aussi, mais dans des entreprises, notamment à l'étranger. Les premiers fonds souverains ont été historiquement celles de monarchies pétrolières du Golfe, le Koweït, Abu Dhabi, Adia. Singapour a eu un fonds souverain assez tôt qui s'appelle Temasek. Les Norvégiens, le fonds pour les générations futures, qui a un style un peu différent. Et tous les pays du tiers-monde qui bénéficient de la montée des matières premières ces derniers temps ont créé récemment des fonds souverains. La Chine, de façon importante, le Brésil ou l'Inde sont les derniers venus. Donc les fonds souverains jouent un rôle important sur la scène financière mondiale. Combien y en a-t-il à peu près? Thibaut, on estime à une cinquantaine à peu près. Ce qu'il faut voir, c'est que ce nombre croît très rapidement, puisque rien qu'en 2009, il y a environ une trentaine de fonds souverains qui ont été créés. Pourquoi en 2009? Pourquoi cette accélération Bien justement du fait de l'accélération de la manne sur les matières premières, avec la flambée des cours en 2008. Et donc il y a un certain nombre d'États qui ont accumulé des excédents, soit de leurs échanges liés à leurs échanges commerciaux, soit à la vente de matières premières. Et donc ces réserves sont affectées dans des fonds souverains qui prennent des participations à l'étranger, comme le disait à l'instant Jean-François Théodore. Hormis le fonds norvégien, est-ce qu'il est juste de dire que les fonds souverains sont en grande partie contrôlés par des pays émergents? C'est le cas aujourd'hui, sachant que la Chine et le Brésil sont quand même des émergents majeurs. La Russie a aussi créé des fonds souverains. Ce sont des fonds qui sont créés par des pays qui sont généralement riches en matières premières et qui, pour la plupart d'entre eux, se situent dans des zones où la croissance économique et souvent démographique est forte. Jean-François Théodore, quelle est la stratégie? Est-ce que les fonds souverains obéissent à des types de stratégies spécifiques, stratégies d'investissement, court terme, long terme, risqué, pas risqué? Comment est-ce qu'ils gèrent leur participation? Il y a des fonds souverains qui ont, c'est la majorité d'entre eux, principalement des préoccupations financières, c'est-à-dire de bien gérer leurs actifs, de les faire fructifier pour les générations futures. Le cas de la Norvège est dans l'énoncé assez typique. C'est le cas aussi assez souvent des fonds des pays moyen-orientaux. Et puis, il y a d'autres fonds souverains qui peuvent avoir des visées plus stratégiques. Alors, là, assez souvent, on dit, vu de l'extérieur, que les fonds souverains russes, ou ce qui peut en tenir lieu, ont des visées industrielles, de puissance industrielle. Les fonds souverains chinois peuvent avoir des visées d'azout contrôlé, des transferts de technologie ou d'assurer des transferts de technologie vers la Chine. La grande majorité des fonds souverains a quand même principalement un but financier,
Le fonds norvégien détient à peu près 1% du CAC 40 de façon assez dispersée. Et est-ce qu'ils sont interventionnistes, voire intrusifs? Je veux dire, quand ils prennent participation dans une entreprise, est-ce qu'ils exigent un siège au conseil d'administration? Est-ce qu'ils souhaitent participer activement à la définition de la stratégie de l'entreprise? Alors, Thibaut Sartre. si on prend l'exemple français, la stratégie des fonds est assez variable. D'abord, ce qu'on constate de façon assez générale, c'est qu'ils ont pris des participations très modestes en termes de part du capital. 1,6% de... Oui, ça va de 1% la capitalisation à du CAC. 5-6% pour les participations les plus importantes. Donc, ça reste des participations très minoritaires. Par exemple, dans quelle entreprise? Alors, ils sont très présents dans le secteur des services aux collectivités, avec des participations chez Vinci, chez Veolia Environnement, chez Suez Environnement également. Ils ont donc 5-6%. Voilà, ils sont présents également dans le secteur de l'énergie, chez Total, aux alentours de 2%, chez GDF Suez aussi, dans des participations à peu près du même ordre. Et puis, dans le secteur médias, communication, chez Lagardère, chez Vivendi, mais là aussi sur des participations assez minoritaires, aux alentours de 2%. Alors, Et comment ils gèrent ces parfois, 5-6% ils demandent effectivement ou à être moins? présents dans les instances, au conseil d'administration des entreprises. C'est le cas chez Vinci, par exemple, où ils ont un siège. Parfois, ils ne le demandent pas, estimant que leur participation, leur investissement est purement financier et ils n'ont pas vocation à intervenir dans les organes délibérants de l'entreprise. Jean-François Ils disposent Théodore. par ailleurs d'une structure humaine, de ressources humaines qui ne leur permettrait pas d'avoir très faible, très modeste, le fonds souverain du Qatar, par exemple, qui est celui qui intervient, QIA, le plus en France, du fait des relations politiques entre la France et le Qatar. C'est une dizaine de jeunes hauts fonctionnaires qataris, plus quelques fonctionnaires, quelques consultants internationaux, mais qui n'auraient pas les moyens d'une gestion active de l'ensemble des participations du Qatar, sauf peut-être dans le domaine immobilier, mais enfin, l'immobilier est un secteur un peu spécifique. 1,5% de la capitalisation boursière du CAC 40 est détenue par des fonds souverains. Je crois que c'est le chiffre que vous évoquez dans votre étude. C'est extrêmement peu. Vous dites qu'il faut renforcer leur place dans le capital des entreprises françaises. Il faut que les fonds souverains prennent davantage de participation. Pourquoi est-ce que vous prononcez en faveur de ce renforcement du rôle des fonds souverains dans l'économie française? Je crois que c'est simple, c'est pas un constat tout à fait objectif. Quand on regarde les besoins de financement des entreprises françaises, dont le taux d'autofinancement est de 50% et pas dans une bonne moyenne, mais sans plus. Et quand on regarde les ressources dont elles vont disposer dans les années qui viennent, on s'aperçoit que les ressources disponibles pour l'investissement et les fonds propres des entreprises ne vont pas être si nombreuses. Oui, mais on a de grandes compagnies d'assurance, on a des banques qui sont importantes. Les compagnies d'assurance vont être prises, sont déjà prises parce qu'elles l'intègrent déjà dans une nouvelle réglementation prudentielle de l'assurance qui s'appelle Solvabilité 2, Solvency 2 en anglais, qui va les conduire à ramener pour hyper simplifier, de 20% qui était leur placement en action il y a une dizaine d'années à 2-3%. Donc les compagnies d'assurance et les banques vont investir de moins en moins. D'accord. Les banques ne vont pas pouvoir prendre relais parce qu'elles ont elles-mêmes une réglementation prudentielle nouvelle, BAL 3, qui va les contraindre à gérer leurs actifs et leurs effets de levier de façon plus stricte. Et enfin, notre marché financier français, et c'est peut-être une spécificité, n'est pas extrêmement tonique. Quand on regarde les actifs financiers des ménages, les 2 tiers, c'est de l'immobilier, les placements financiers, ce n'est qu'un tiers. Dans ce tiers, il y a de l'assurance vie, il y a des comptes sur livret, etc. Et les investissements en actions, ce n'est qu'un tiers. Les Français ont une épargne plutôt importante. Alors qu'ils ont une épargne importante, mais ils ont une épargne plus importante que les Américains, et ils placent moins en actions que les Américains. Est-ce que néanmoins, on ne prend pas le risque, en attirant davantage de fonds souverains, de les rendre maîtres d'un certain nombre d'entreprises dans des secteurs parfois stratégiques? Est-ce que ça n'est pas davantage un risque qu'une opportunité, quand bien même les besoins de financement de ces grandes entreprises sont importants? Jean-François Théodore. Alors, je crois qu'il faut attirer les fonds souverains, et c'est une des propositions de notre rapport, avec sagesse. Il faut les attirer avec sagesse et prudence. Mais il faut commencer par les attirer. Et je reviendrai sur le risque après. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes que l'une des zones du monde, et nos entreprises, si belles soient-elles, ne sont
qu'une partie des entreprises dans lesquelles ils peuvent placer de l'argent. Ils peuvent placer de l'argent dans des zones à beaucoup plus forte croissance économique que l'Europe, l'Asie. Le fonds singapourien a investi à 78% en Asie, si ma mémoire est bonne. L'Amérique latine, le fonds qatari vient d'acheter des actifs bancaires au Brésil, très important. Plus élevé. Parce que la croissance, quand il y a 5 à 10% de croissance, c'est mieux que 1 à 2% de croissance. Les indices boursiers du Brésil et de l'Inde ont été multipliés par 4 en 10 ans, ceux de la Chine par 2. L'Eurostock 50 maintient à peu près sa valeur péniblement, et le CAC 40 un peu plus difficilement encore que l'Eurostock. Thibaut Sartre. C'est vrai que les fonds souvent ont pu être vus comme une menace, notamment quand ils sont possédés par des États qui prétendent à une puissance géopolitique, à une puissance nouvelle comme la Chine et la Russie. Cela étant, il ne faut pas les voir, nous on considère qu'il ne faut pas les voir comme une menace, mais il faut les voir aussi comme des partenaires. Pas non plus comme des portefeuilles, simplement de fournisseurs d'argent frais, mais vraiment les voir comme des partenaires. Et d'ailleurs, si les fonds souverains, notamment du Golfe, ont investi de façon assez importante dans le secteur, dans les entreprises françaises, dans le secteur des services aux collectivités, c'est qu'ils voient que les entreprises françaises comme Vinci, comme Veolia, comme Suez Environnement sont à même de conduire des projets de développement dans les pays d'origine des fonds, avec des joint ventures, des projets d'investissement locaux, que ce soit au Qatar, que ce soit aux Émirats. Et donc, on considère qu'il peut vraiment y avoir une stratégie gagnant-gagnant entre les entreprises françaises et les fonds. J'adopte un point de vue de béotien, pardonnez-moi, mais quand on observe ce qui s'est passé dans certaines entreprises françaises, Cégélec, Lagardère peut-être, à travers la participation, la montée au capital de certains fonds, on peut tout de même être inquiet. Qu'est-ce qui nous garantit que ça ne se reproduira pas et que si on les attire davantage, les fonds non seulement ne prendront pas le contrôle de ces entreprises totalement, mais ne les déstabiliseront pas dans un sens qui n'est pas conforme aux intérêts de la France et a fortiori aux intérêts de ces entreprises? Écoutez, d'abord à ce stade, ça ne s'est pas produit, contrairement aux craintes qui sont exprimées depuis maintenant pas mal d'années sur l'arrivée des fonds. On n'a pas constaté ce genre de comportement hostile de la part des fonds dans les entreprises françaises. Et ce qu'on constate, c'est que là où les fonds ne sont pas désirés, ils ne viennent pas. C'est-à-dire qu'ils n'entrent au capital à ce stade que si la gouvernance de l'entreprise les accueille favorablement. Sur Cégélec, c'est un peu différent, puisqu'effectivement, là, ça a été un rachat quasi intégral de Cégélec par les Qataris sur une très brève période, puisque le fonds qatari s'est aperçu que finalement gérer une entreprise, la posséder intégralement, c'était pas pareil que d'avoir une participation de 5%. Et finalement, le fonds qatari Kia a revendu Cégélec à Vinci en échange d'une entrée au capital de Vinci à hauteur de 5%. Et Vinci, d'ailleurs, menant de nombreux projets d'infrastructures au Qatar. Bon, avec plus d'une cinquantaine de fonds, il faut bien schématiser un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les fonds qui sont menaçants, qui peuvent avoir des comportements prédateurs à l'égard des entreprises françaises, et quels sont, parmi les plus importants bien sûr, ceux qui sont des amis, des fonds amis de nos grandes entreprises? Jean-François Théodore. Plutôt les fonds menaçants, disons. Personnellement, je ne me risquerais pas à une classification. Tout à l'heure, j'ai évoqué un peu ce que la rumeur publique prête aux uns et aux autres, mais je ne me risquerais pas à une classification. Les fonds, alors c'est peut-être la partie prudence. Ce qui les intéresse, même si c'est sur le long terme, c'est quand même leur intérêt financier. Et c'est là où, c'est une des préconisations du rapport, il faut les attirer, mais les attirer en les encadrant, c'est-à-dire en nouant avec eux des relations de partenariat, comme le disait Thibaut. Comment réagissent nos partenaires dans l'Union européenne à l'égard des fonds souverains, l'Allemagne, l'Angleterre notamment? Est-ce qu'ils eux aussi souhaitent renforcer le rôle des fonds souverains dans leur économie et dans le capital de leurs entreprises? Thibaut Sartre. Alors, ce qu'on constate, c'est que d'abord, si on prend l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les fonds souverains sont davantage présents dans leurs entreprises qu'elles ne le sont dans les entreprises françaises. Bon, il y a un tropisme anglo-saxon important des fonds souverains, souvent parce que les équipes d'ailleurs ont été formées à Londres, aux États-Unis, et donc ils investissent plus naturellement dans les entreprises anglo-saxonnes que les entreprises françaises. Il y a une certaine ouverture des pays européens, comme de la France d'ailleurs, à l'égard des fonds souverains. Il y a un exemple intéressant qui est ce qu'a voulu faire l'Allemagne il y a 2 ans, qui avait établi un projet de loi justement pour réglementer, pour mieux encadrer, et pour le dire clairement, pour dissuader les investissements des fonds souverains dans les entreprises allemandes.
en 2008, et ce projet de loi n'a finalement pas abouti devant l'hostilité des représentants des entreprises allemandes qui estimaient que ce projet de loi serait un coup fatal porté à la tradition d'ouverture économique de l'Allemagne. Donc on voit qu'il n'y a pas d'hostilité, finalement, une certaine ouverture de nos voisins européens aussi pour accueillir les fonds souverains. Est-ce que notre réglementation en France est équilibrée à l'égard des fonds souverains, en protégeant en particulier suffisamment les secteurs dits stratégiques, la défense, les médias, Oui, alors nous l'ordre avons public? effectivement une réglementation qui réglemente les investissements étrangers, mais qui ne vise pas spécifiquement les fonds souverains. Réglementation qui permet justement d'encadrer des prises de participation dans certaines entreprises de secteurs jugés sensibles, notamment, comme vous le dites, la sécurité, la défense, les médias, le secteur bancaire également. Y compris le secteur énergétique? Alors le secteur énergétique n'est pas défini en tant que tel comme un secteur relevant du mécanisme d'autorisation ministérielle. Cela étant, on peut le raccrocher aussi à des problématiques de défense et de sécurité. Mais ce que nous ont dit les entreprises que l'on a rencontrées concernant la réglementation, c'est que surtout il ne fallait pas une réglementation spécifique visant les fonds souverains, parce que ça les stigmatiserait. Et finalement, pour être certain qu'on n'ait pas de fonds souverains au capital des entreprises, ce serait exactement ce qu'il faudrait faire. Et ce qu'elles nous ont dit, c'est que surtout ne pas stigmatiser les fonds, avoir une réglementation générale qui concerne l'ensemble des investisseurs étrangers, et ne pas la modifier à tout bout de champ, parce que déjà la France pâtit d'une certaine réputation d'instabilité réglementaire et fiscale, et tout changement de réglementation ne ferait que contribuer à cette image d'instabilité et qui n'est pas favorable aux investissements étrangers. Et aux entreprises françaises. Tout à fait. Jean-François Théodore, quelle est la mesure qui vous paraît être la plus importante pour renforcer l'attractivité de nos entreprises, de nos plus grandes entreprises à l'égard des fonds, et du coup améliorer le rôle de ces fonds dans le financement de nos entreprises françaises? Vous parlez notamment d'un haut représentant, de la création d'un poste de haut représentant aux investissements étrangers, délégués aux fonds souverains. Expliquez-nous un petit peu aux fonds en souverains. quoi ça consiste. Alors, je ne crois pas qu'on ait besoin de renforcer l'attractivité de nos entreprises. Le point le plus important, pensons-nous, c'est de nouer ou d'arriver à nouer un dialogue permanent avec les fonds souverains. Les fonds souverains sont des structures assez légères où le pouvoir est concentré entre un certain nombre de personnes. Donc avoir des liens personnels avec les fonds souverains est important pour l'immense majorité d'entre eux, pour les fonds du Golfe, pour les fonds chinois, pour les fonds singapouriens. Avoir des liens sur la durée. Et ce que les fonds voient en France, c'est qu'on a effectivement une politique qui, selon les moments, peut souffler le chaud et le froid de façon... La relation politique et donc, ne suffit pas. C'est pas la relation institutionnelle qui est importante, c'est la relation personnelle. Et donc, l'idée d'avoir un haut délégué général, comme on en a eu historiquement pour l'aménagement du territoire il y a très longtemps, qui aurait rang quasi ministériel, mais dépendant du ministre de l'économie. Ambassadeur, avec un ambassadeur avec rang de presque ministre, dépendant du ministre de l'économie. Il ne s'agit pas de créer une administration nouvelle, il s'agit d'avoir une personnalité, une haute personnalité, qui soit capable de parler à très haut niveau, au niveau pour ces fonds souverains, parce que très souvent la décision se prend à des niveaux politiques très élevés dans les pays concernés, d'entretenir avec eux les relations de confiance personnelle et d'amitié qui sont nécessaires pour les attirer. Thibaut Sartre, est-ce que d'après vous, il faut renforcer, muscler une structure qui existe déjà, qui est l'AFI, l'Agence française pour les investissements internationaux, en complément de ce haut représentant? Oui, ce qu'on propose dans ce rapport, c'est effectivement que le haut représentant dont parlait Jean-François Théodore à l'instant s'appuie sur des services existants, et en particulier sur un service qui est très présent à l'étranger, qui est l'Agence française pour les investissements internationaux, qui renforce ses implantations, notamment dans les pays émergents, mais qui jusqu'à présent a une activité qui est plus centrée sur les investissements directs étrangers, sur l'implantation d'une usine, d'une entreprise, d'une plateforme logistique étrangère en France, mais qui travaille peu et qui a peu de contacts concernant les investissements financiers. Nous avons un avantage, c'est que pendant la crise, et contrairement à d'autres, l'Angleterre, les États-Unis et la Suisse, nous n'avons pas eu besoin de faire appel aux fonds souverains en catastrophe pour sauver certaines de nos entreprises et notamment certaines de nos banques. Donc on a une tradition de sérieux et nous pouvons capitaliser dessus pour mieux attirer dans une période qui reste difficile des fonds qui sont nécessaires pour le financement de la croissance de ces entreprises.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour cette conversation. Merci. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.